Le bruit d'un coup de feu déchira l'air nocturne. Une balle de calibre 45 transperça l'enseigne néon clignotante du restaurant Rosie's, brisant la lettre R et projetant des étincelles bleues électriques qui tombèrent en cascade comme des étoiles mourantes. À l'intérieur du restaurant, une jeune femme se jeta derrière le comptoir tandis que des éclats de verre pleuvaient sur le sol en linoléum usé. C'est ainsi que tout allait finir, mais chaque histoire a un commencement. 36 heures plus tôt, la pluie battait contre les vitres fissurées du Rosie's Diner, comme si elle essayait de laver les péchés de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. L'enseigne au néon clignotait de manière erratique, projetant une lueur cramoisie irrégulière à travers les gouttes qui ruisselaient sur la vitre. L'enseigne était là depuis 1962, comme presque tout le reste à Millen Haven, dans le Michigan. Coincé dans le temps, usé, suspendu à un fil. Le restaurant était situé au bord de Main Street, avec son intérieur chromé et en vinyle rouge, vestige d'une époque plus prospère où l'aciérie employait la moitié de la ville. Aujourd'hui, l'aciérie était silencieuse, ses cheminées ressemblant à des pierres tombales contre le ciel gris du Midwest. Mill Haven était en train de mourir, et des endroits comme Rosie's étaient les derniers battements de cœur vacillants de ce qui avait été. À l'intérieur, un jukebox Wurlitzer usé par le temps jouait My Hometown de Bruce Springsteen, un hymne approprié pour la poignée d'âmes cherchant refuge à la fois contre la pluie et leurs problèmes. L'odeur de la tarte aux pommes fraîches se mêlait à celle du café et aux fantômes persistants du bacon du petit déjeuner pris plus tôt dans la journée. Derrière le comptoir se tenait Sarah Keller, une serveuse d'à peine plus de 20 ans, essuyant la surface avec des mouvements circulaires bien rodés. Son tablier bleu délavé avait connu des jours meilleurs, tout comme ses rêves. Ses yeux, fatigués mais bienveillants, scrutaient le restaurant tranquille, avec la vigilance de quelqu'un qui avait vu trop de choses trop jeunes. Ses cheveux blonds de miel étaient attachés en une queue de cheval pratique, et son badge nominatif était épinglé de travers sur son uniforme, avec une petite tache de café dans un coin. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit comme des doigts impatients. Sarah jeta un coup d'œil à l'ancienne horloge murale. 20 à 42. Encore 1 heure et 18 minutes avant la fin de son service. Une autre nuit de la même routine qu'elle suivait depuis 8 mois, depuis son retour à Millhaven. 8 mois depuis qu'elle avait raccroché son uniforme de médecin militaire. 8 mois depuis l'accident vasculaire cérébral de sa mère. 8 mois à lutter pour joindre les deux bouts. Ses mains s'affairaient automatiquement à ranger les tasses propres sur l'étagère. Tandis que son esprit vagabondait vers la chaleur étouffante de Beyrouth en 1983, l'hôpital militaire où elle avait servi comme infirmière de combat était chaotique, terrifiant et, curieusement, l'endroit où elle se sentait le plus vivante. Là-bas, ses compétences avaient un sens. Là-bas, elle avait un but. Elle pouvait encore sentir le poids d'un bandage compressif dans ses mains, entendre les ordres criés par-dessus le vacarme des hélicoptères, sentir l'antiseptique qui ne masquait jamais tout à fait l'odeur métallique du sang. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta, la ramenant brusquement au présent. Jane Wilson entra en secouant les gouttes de pluie de sa casquette usée de vétéran de la guerre de Corée. À 70 ans, Jane se déplaçait plus lentement qu'autrefois, mais ses yeux restaient vifs sous ses sourcils blancs et broussailleux. Il s'installa à sa place habituelle près de la fenêtre, posant soigneusement son journal militaire plié sur la table. « Bonsoir, Sarah, dit-il d'une voix rauque mais amicale. Le temps se gâte dehors. » Sarah lui servit une tasse de café sans qu'il ait besoin de la demander et l'apporta à sa table. « Tout comme ton arthrite, prédit Jean. Il rit doucement et accepta la tasse de ses mains noueuses. « Ces vieux os ne mentent pas. La nuit va être longue. Comment va ta mère? » Le sourire de Sarah vacilla légèrement. Il y avait des bons jours et des mauvais jours. Aujourd'hui, c'était entre les deux. Jane acquiesça, le regard compréhensif. Ils partagèrent un moment de silence empreint de respect mutuel. Deux soldats issus de guerres différentes, unis par un lien tacite. La petite télévision installée dans un coin diffusait le journal télévisé du soir, la voix du présentateur à peine audible à cause de la pluie. Il était question d'une nouvelle hausse du taux de chômage. Toujours la même histoire, jour après jour. Sarah retourna au comptoir, l'esprit vagabondant vers le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère. Ce n'était pas grand-chose, un 2 pièces exigu au-dessus de la quincaillerie d'Elm Street. La peinture s'écaillait, les tuyaux grinçaient et la vieille télévision Zénith ne captait que 3 chaînes les bons jours.
Mais c'était chez elle, ou du moins ce qui tenait lieu de chez elle ces jours-ci. Les murs de l'appartement étaient décorés de photos de famille. Sarah, petite fille, assise sur les épaules de son père lors d'un défilé du 4 juillet. Sa mère en uniforme d'infirmière lors de ses Millhaven General, Sarah lors de la remise des diplômes du lycée, et sa préférée, un Polaroid défraîchi de son père en uniforme de policier, debout fièrement à côté de sa voiture de patrouille. Le shérif James Keller avait été le représentant de la loi à Millhaven pendant près de 20 ans. Respecté, craint quand il le fallait, mais toujours juste. Un héros pour la ville et surtout pour sa fille. Jusqu'à il y a 5 ans, lorsqu'un braquage de banque avait mal tourné. Le rapport officiel le qualifiait de héros mort dans l'exercice de ses fonctions. Mais quelque chose dans cette journée n'avait jamais convaincu Sarah. Le nouveau shérif, Richard Warner, avait clos l'enquête avec une rapidité suspecte. Aucun suspect n'avait jamais été arrêté. La justice n'avait pas été rendue, seulement un cercueil recouvert du drapeau américain et un discours creux sur le sacrifice. Les souvenirs de Sarah furent interrompus par l'arrivée du couple vert. Harold et Martha étaient mariés depuis 40 ans et célébraient chaque anniversaire au Rosie's Diner. Harold, un postier à la retraite qui plissait perpétuellement les yeux à force d'avoir lu des adresses pendant des décennies, tenait la porte à Martha, dont les cheveux argentés étaient protégés de la pluie par un bonnet en plastique. « Sarah, ma chère », s'écria Martha en déballant son écharpe tachée par la pluie. « Nous avons réussi à venir malgré le temps. Une table près de la fenêtre, s'il vous plaît. » Sarah les conduisit à leur place habituelle, 3 tables plus loin que John. 40 ans aujourd'hui, n'est-ce que pas? Félicitations. Harold rayonnait, son visage buriné, se plissant de joie sincère. La meilleure décision que j'ai prise a été d'inviter cette femme à danser au bal de printemps du lycée Millhaven en 1946. Martha lui tapota sa main avec affection. Il m'a marché 3 fois sur les pieds, mais il était si beau dans son uniforme que je lui ai pardonné. Sarah leur tendit les menus dont ils n'avaient pas besoin, car ils commandaient toujours la même chose. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie. Ce genre d'amour semblait appartenir à un autre monde, un monde qui existait avant que le cynisme et la crise économique ne vident des villes comme Millhaven. La clochette tinta à nouveau. Lisa Ramirez entra en guidant doucement son fils de 8 ans, Tommy, encore endormi. Tommy. Lisa travaillait de nuit comme infirmière à l'hôpital et amenait souvent Tommy au restaurant avant sa prise de service lorsque sa babysitter habituelle ne pouvait pas venir. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon pratique. Ses yeux reflétaient la même fatigue que Sarah reconnaissait dans son propre reflet. « Désolé de te déranger, Sarah », dit Lisa doucement en guidant Tommy vers une banquette. « Madame Peterson a la grippe. Il peut rester ici pendant quelques heures. Il a déjà dîné et il va juste dormir. » Sarah sourit au garçon, qui somnolait déjà contre sa mère. Bien sûr, Frank ne verra pas d'inconvénient à cela. La gérante du Rosie's avait un faible pour Tommy, même si elle ne l'aurait jamais admis. Lisa la remercia avec la gratitude silencieuse d'une mère qui travaille à une autre. Elle installa Tommy avec un petit oreiller qu'elle avait apporté et un dinosaure en peluche très apprécié. En quelques minutes, le garçon était profondément endormi, insensible au doux grondement du tonnerre à l'extérieur. Frank Miller sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. À 55 ans, Frank était une présence imposante, avec ses cheveux grisonnants coupés courts à la militaire, une coupe qu'il avait conservée depuis son séjour en Corée. Son visage trahissait rarement ses émotions, mais ses yeux scrutaient constamment le restaurant, une habitude prise après des années passées à guetter les menaces. Le syndrome de stress post-traumatique qu'il avait ramené de la guerre s'était atténué avec le temps, mais ne l'avait jamais vraiment quitté. « C'est une nuit calme », remarqua-t-il à Sarah d'une voix basse. « C'est bon pour les stocks, mais mauvais pour les pourboires. » Sarah acquiesça, sachant que son pot de pourboire serait léger ce soir-là. Un autre revers dans sa lutte constante pour couvrir les frais médicaux de sa mère. La pharmacie locale l'avait déjà averti qu'elle devait régler son arriéré avant de pouvoir obtenir les médicaments de sa mère. Ses pensées furent interrompues par le crissement violent des pneus à l'extérieur, audible malgré le tambourinement de la pluie. Un Chevy Blazer surélevé avec des roues surdimensionnées dérapa devant le restaurant, projetant de l'eau sur le trottoir. Le moteur s'éteignit et 3 hommes en blouson de cuir en sortirent, qui ne les protégeaient guère de l'averse, se précipitant vers l'entrée. L'atmosphère du restaurant changea instantanément. Jean se redressa,
sa main se posant instinctivement sur sa hanche, là où se trouvait son arme il y a plusieurs décennies. Frank recula dans l'ombre de la porte de la cuisine, le visage assombri. Les Greens se penchèrent davantage sur leur menu et Lisa se rapprocha de son fils endormi pour le protéger. Sarah sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ces hommes. Tout le monde à Millhaven les connaissait. La clochette au-dessus de la porte ne tinta pas cette fois-ci. Elle résonna violemment lorsque la porte fut poussée. Roy Decker entra le premier, de l'eau dégoulinant de sa veste en cuir sur le sol. À 32 ans, Roy se comportait avec l'assurance arrogante d'un prédateur qui savait que les animaux plus petits ne pouvaient pas se défendre. Son visage était large et rougeau, avec des yeux froids qui ne semblaient jamais cligner suffisamment. Une cicatrice irrégulière allait de sa tempe gauche à son souvenir de Jordanie, souvenir d'une bagarre dans un bar qui était devenue une sorte de légende dans la ville. Derrière lui venaient ses ombres constantes. Jake Mercer, grand et nerveux, avec un rictus permanent. Et Liam Cole, bâti comme un joueur de football américain, avec des mains capables d'écraser des noix. Ils étaient les figures publiques des Scorpions, le gang qui avait comblé le vide laissé par la fermeture des aciéries, apportant drogue et violence à une ville déjà à genoux. Roy balaya le restaurant du regard, ses yeux s'attardant inconfortablement sur Sarah avant qu'il ne sourit et se dirige vers le comptoir. La chaîne en argent autour de son cou brillait sous la lumière fluorescente, arborant l'emblème du scorpion de son gang. La bosse sous sa veste, près de sa hanche droite, révélait la silhouette d'un couteau pliant Box 110, tandis que la veste de Jake pendait maladroitement sur le côté gauche, trahissant la présence de ce que les habitants savaient être un Colt 45. « Eh bien, dit Roy d'un ton traînant en tapant du poing sur le comptoir. « Mais c'est la petite Sarah Keller, en pleine forme ce soir, ma chérie. » Sarah garda son sourire professionnel, même si celui-ci n'atteignait pas ses yeux. « Que puis-je te servir, Roy? » Il se pencha en avant, envahissant son espace personnel. L'odeur du whisky et de la cigarette l'envahit. « Oh, ne sois pas si formel. On se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu te souviens quand tu m'as rejeté pour le bal de promo? Ça m'a brisé le cœur. » Le souvenir traversa l'esprit de Sarah. Roy était déjà perturbé à l'époque, la coinçant près de son casier. Son refus catégorique, les rumeurs qu'il avait répandues par la suite. « Un café? » proposa-t-elle, ignorant délibérément son commentaire. Le sourire de Roy se crispa. 3 cafés et peut-être un peu de respect. Alors que Sarah se retournait pour aller chercher la commande, Roy échangea un regard avec ses compagnons. Ils n'étaient pas là uniquement pour la harceler, même si cela aurait été un bonus. Le Rose's Diner, situé à la périphérie de la ville et réputé pour ne se mêler de rien, avait été choisi dans un but précis. Demain soir, ce restaurant tranquille serait le théâtre de la plus grande transaction de drogue de l'histoire de Millhaven. Une cargaison en provenance de Detroit qui inonderait les rues d'une quantité suffisante de poison pour maintenir les Scorpions au pouvoir pendant des mois. Ce soir, il s'agissait de sécuriser les lieux, de s'assurer qu'il n'y aurait pas de surprise. Sarah posa 3 tasses de café sur le comptoir, en prenant soin de garder ses distances. Roy attrapa son poignet au lieu de la tasse, le serrant douloureusement. « Tu sais, dit-il d'une voix menaçante, cette ville a changé depuis l'époque où tu jouais aux soldats. Tu devrais apprendre qui dirige les choses maintenant. » Sarah soutint son regard. Mon café refroidit. Roy plissa les yeux. Il lâcha son poignet, mais laissa ses doigts glisser le long de son bras. Ton père était têtu, lui aussi. Regarde où ça l'a mené. Ces mots frappèrent Sarah comme un coup physique. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Jake et Liam s'étaient dispersés, prenant place à des endroits stratégiques dans le restaurant. Jake près de la porte, Liam près du couloir menant aux toilettes et à la sortie arrière. Frank sortit de la cuisine, le visage soigneusement impassible. « Tout va bien ici? » Roy se retourna avec une politesse exagérée. « Tout va bien, Frank. Je discute juste avec un vieil ami. » Le regard de Frank passa de Roy à Sarah, puis revint sur Roy. Un calcul complexe semblait se dérouler derrière ses traits impassibles. Finalement, il dit « Restez courtois. Nous essayons de faire tourner notre entreprise ici. » La déception qui passa sur le visage de Sarah fut rapidement réprimée. Elle avait appris depuis longtemps que Frank, malgré son passé militaire, n'avait aucun intérêt pour les confrontations. Pas depuis que son cousin était devenu shérif. « Bien sûr, patron, dit Roy avec une déférence feinte. Nous soutenons toutes les entreprises locales.
Frank se retira dans la cuisine, laissant Sarah seule avec les prédateurs. Les autres clients évitèrent soigneusement de regarder dans leur direction, trouvant soudainement une fascination pour leur menu ou leur tasse de café. Roy se tourna vers Sarah et hardi. « Alors, comment va Maman Keller ces jours-ci? Elle bave toujours sur elle-même. Ça doit coûter cher, tous ces médicaments. » Les jointures de Sarah blanchirent autour de la cafetière. Elle lutta pour garder une respiration régulière, pour garder le contrôle. Son entraînement militaire lui avait appris à rester calme sous la pression. Mais là, c'était différent. C'était personnel. « Ma mère va bien, » répondit-elle d'une voix posée. « Merci de t'en inquiéter. » Roy éclata d'un rire rauque qui semblait rayer l'air. « Toujours aussi poli. Ton père t'a bien élevé. Dommage qu'il ne soit plus là. » La menace implicite flottait dans l'air entre eux. Sarah connaissait les rumeurs selon lesquelles Roy avait des liens avec ce qui s'était réellement passé à la banque ce jour-là, que le shérif Warner avait enterré des preuves, que son père s'était trop approché de quelque chose de dangereux. La tension dans le restaurant fut interrompue par un bruit provenant de l'extérieur, le grondement profond et distinctif de motos qui se rapprochaient. Ce n'était pas le vrombissement aigu des motos tout-terrain ou de motos de course, mais le grondement sourd de grosses cylindrées. La pluie s'était momentanément calmée, permettant au bruit de se propager clairement dans la nuit. Même Roy interrompit son attention, attiré par la fenêtre où les phares transperçaient désormais l'obscurité, illuminant le parking du restaurant. 4 motos s'arrêtèrent en formation, leurs conducteurs descendant avec l'aisance d'hommes qui avaient passé d'innombrables heures sur la route. Ils retirèrent leurs casques à l'unisson, dévoilant des visages marqués par le temps et l'expérience. Le chef se tenait légèrement en avant des autres, grand, large d'épaules, avec une prestance qui traduisait une autorité acquise plutôt qu'imposée. Même à distance, la longue cicatrice qui barrait sa joue droite était visible dans la lueur des lumières du restaurant. Ses cheveux, autrefois foncés, étaient désormais striés de mèches argentées aux tempes, mais rien en lui ne suggérait la faiblesse ou le déclin. Au contraire, il ressemblait à un chêne qui avait résisté à d'innombrables tempêtes et en était sorti plus fort. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement lorsque les hommes entrèrent, apportant avec eux l'odeur du cuir mouillé et de la route. De l'eau coulait de leurs vestes sur le sol, tandis qu'ils inspectaient le restaurant avec l'attention d'hommes habitués à évaluer les menaces potentielles. Le regard d'un bleu acier pénétrant passèrent méthodiquement des Greens à Jane, puis à Lisa et son fils endormis, avant de s'arrêter sur Roy et ses compagnons. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la reconnaissance peut-être, ou l'ombre d'un vieux souvenir. Sarah sentit l'atmosphère changer, comme la pression avant un orage. Les nouveaux venus n'étaient ni bruyants ni menaçants, mais leur présence remplissait l'espace d'une manière qui rendait l'attitude de Roy semblait soudainement enfantine. Le chef fit un signe de tête à ses compagnons, qui se dispersèrent naturellement, prenant des positions autour du restaurant qui reflétaient presque parfaitement celles des hommes de Roy. Ce n'était pas encore un geste agressif. Le positionnement stratégique n'échappa à personne ayant une expérience militaire. Jane Wilson se redressa dans sa banquette, une étincelle de reconnaissance et de respect dans les yeux. Harold Green se détendit légèrement, comme si un poids lui avait été enlevé. Même Frank sortit complètement de la cuisine, l'air prudemment optimiste. Le chef s'approcha du comptoir, ses mouvements fluides et déterminés. De près, Sarah pouvait voir que sa cicatrice ne provenait pas d'une bagarre de bar ou d'un accident. Elle avait l'aspect délibéré et précis d'une blessure infligée au combat. Sa veste de moteur ne portait aucun insigne de gang, seulement un petit écusson décoloré sur l'épaule droite, que ceux qui avaient une expérience militaire reconnaîtraient comme le symbole d'une unité d'élite. « Un café, s'il vous plaît, dit-il d'une voix grave et maîtrisée. « Noir, répondit Sarah en acquiesçant, tendant la main vers une tasse propre. Tout de tout. Faites 104, ajouta-t-il en désignant ses compagnons d'un léger mouvement de tête. Pendant que Sarah préparait le café, le regard du chef se porta sur Roy, qui s'était redressé, soudain moins à l'aise dans son rôle autoproclamé de chef de file du groupe. « Le trajet a été long, » remarqua le chef sans s'adresser à personne en particulier, bien que ses yeux restaient fixés sur Roy. « C'est bien d'avoir trouvé un endroit ouvert, surtout par une nuit comme celle-ci. » Roy changea de position, sa main se déplaçant inconsciemment vers le couteau dissimulé, juste à côté.
La question sortit de sa bouche de manière plus défensive qu'il ne l'aurait voulu. Le chef accepta le café que Sarah posa devant lui, hochant la tête en signe de remerciement. Pour l'instant, il prit une gorgée délibérée, puis reposa la tasse avec précaution. Je m'appelle Michael Hayes. Mes amis m'appellent Wolf. La présentation resta en suspens, offrant une courtoisie qui ressemblait dans quelque sorte à un défi. Roy hésita, puis murmura « Roy Decker ». Michael hocha la tête comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. « Voici mes amis, Marcus Washington, Dominic Santini et Ray Thompson. » Il désigna chacun d'eux à tour de rôle, sans donner plus de détails à leur sujet. Marcus, un Afro-Américain aux cheveux gris coupés courts et à la carrure solide de quelqu'un qui s'est maintenu en forme malgré ses plus de 60 ans, salua la présentation d'un léger signe de tête. Ses yeux, vigilants et calculateurs, ne quittèrent pas Jake. Dominic, légèrement plus âgé, avec les mains prudentes d'un chirurgien, s'était placé près de Lisa et Tommy, sa présence à la fois protectrice et discrète. Sa barbe poivre et celle italo-américaine étaient soigneusement taillées, et ses yeux reflétaient la compassion de quelqu'un qui avait vu le pire de la souffrance humaine. Ray, le plus calme du groupe, avait pris place de manière à avoir une vue dégagée sur les deux sorties. Son apparence académique, ses lunettes à monture métallique et son expression pensive contrastaient avec la vigilance de son attitude. Il ressemblait à un professeur, mais se déplaçait comme quelqu'un ayant suivi un entraînement tactique. Roy jeta un coup d'œil à ses propres compagnons, soudain conscient du contraste. Jake et Liam pouvaient intimider les adolescents et les commerçants, mais ils semblaient amateurs à côté de ces hommes. « Enchanté », dit Roy sans sincérité, mais nous étions juste en train d'avoir une conversation privée avec la dame. Michael prit une autre gorgée de café. Ça ne ressemblait pas à une conversation pour moi. Son ton restait presque conversationnel. Cela ressemblait davantage à du harcèlement. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme, provoquant des ondulations de tension dans le restaurant. Le visage de Roy rougit de colère, mêlé à une nouvelle prudence. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vieil homme, » dit-il, les doigts posés ouvertement sur le manche de son couteau dissimulé. « C'est une affaire qui concerne Millhaven. Les étrangers ne devraient pas s'en mêler. » Michael posa sa tasse de café avec un soin délibéré. « Je connais bien Millhaven et les hommes comme vous. » Il se tourna légèrement vers Sarah, tout en gardant Roy dans son champ de vision périphérique. « Mademoiselle, j'ai cru voir sur votre badge que vous vous appelez Sarah. Cet homme vous importune-t-il? » Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, Roy intervint. « Elle va bien. Nous nous connaissons depuis longtemps, n'est-ce pas, ma chérie? » Sarah regarda Roy puis Michael, évaluant ses options. Pour la première fois de la soirée, elle entrevit une possibilité autre que la simple endurance. En fait, ces messieurs s'apprêtaient à partir, dit-elle d'une voix retrouvant toute sa force. Les yeux de Michael se plissèrent légèrement au coin. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais une reconnaissance de son courage. Il se retourna vers Roy et quelque chose changea dans son expression. Le vernis de politesse disparut, révélant quelque chose de plus dur, de plus dangereux. « Je pense que cette dame a raison, » dit Michael calmement. « Vous devriez partir maintenant. » La main de Roy se referma sur son couteau. « Sinon quoi? Nous sommes 3 et vous êtes 4. Ce n'est pas très avantageux pour un homme de votre âge. » Un petit rire retentit depuis la table de John. Le vétéran de la guerre de Corée plia délibérément son journal. « Tu devrais peut-être vérifier tes calculs, fiston. J'ai peut-être 70 ans, mais je peux encore tirer une balle dans un bouchon de bouteille à 50 mètres. » Il se leva lentement, oubliant son arthrite alors qu'il se redressait de toute sa hauteur. « Ça fait 5. » Harold Green s'éclaircit la gorge. « 6, en fait. » Il tapota la main de Martha en signe d'excuse avant de se lever. « Désolé, chérie, il faut régler certaines choses. » Martha acquiesça, la fierté compréhensive se lisant dans ses yeux. Frank sortit de la cuisine, une batte de baseball à la main. Il ne dit rien, mais sa présence aux côtés de Sarah dans ce conflit était évidente. La confiance de Roy vacilla visiblement. 7 contre 3, et ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Même dans son arrogance, il reconnut le changement de rapport de force. Michael n'avait pas bougé, n'avait pas élevé la voix, n'avait pas fait un seul geste menaçant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il dominait désormais l'espace, sa présence presque palpable. « Roy Decker », dit-il en roulant le nom sur sa langue comme s'il goûtait quelque chose de familier.
Liste des personnes les plus recherchées par le FBI de 1941 à 1943, soupçonnées d'avoir participé à un vol à main armée qui a coûté la vie à un shérif. Affaire mystérieusement classée par le nouveau shérif Richard Warner. Ses yeux se plissèrent. Je n'oublie jamais un visage ou une affaire qui n'a pas été correctement classée. Roy pâlit, son arrogance s'évaporant. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il, mais son déni manquait de conviction. J'ai travaillé pour le bureau pendant 20 ans, poursuivit Michael sur le ton de la conversation, spécialisé dans le crime organisé. Même après ma retraite, je continue à suivre les affaires intéressantes. Il se pencha légèrement en avant. Votre opération ici est insignifiante, Roy. Elle ne mérite pas toute l'attention qu'on lui accorde, mais le meurtre d'un agent des forces de l'ordre a tendance à suivre un homme. Les yeux de Roy se posèrent sur la porte, calculateur. Jake et Liam se tournèrent vers lui pour savoir quoi faire, leur confiance initiale remplacée par l'incertitude. Michael redressa la voix, parlant presque dans un murmure qui résonna pourtant dans tout le restaurant. « Partez maintenant. Ne revenez pas. Trouvez une autre ville à empoisonner. » Pendant un long moment tendu, il sembla que Roy allait faire un autre choix. Sa main se crispa sur le couteau et Sarah pouvait voir le combat qui se livrait sur son visage. La fierté luttait contre l'instinct de survie. Finalement, l'instinct de survie l'emporta. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il en reculant vers la porte. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire dans cette ville. »« Toi non plus, » répondit Michael doucement. Roy fit un signe de tête à ses compagnons. Ils abandonnèrent leurs cafés intacts et le suivirent vers la sortie, en évitant soigneusement Marcus et Ray. À la porte, Roy se retourna pour tenter une dernière fois de sauver sa dignité. « Le shérif Warner est mon cousin. Il n'aime pas que des étrangers viennent causer des problèmes. » L'expression de Michael n'a pas changé d'expression. « Je compte là-dessus. » La cloche a tinté de manière discordante lorsque la porte s'est refermée derrière eux. À travers la fenêtre, on pouvait les voir se précipiter vers leur camion, se disputant entre eux. Le moteur a rugi et le Blazer a quitté le parking en faisant crisser les pneus et en projetant des graviers. Ce n'est que lorsque les feux arrière ont disparu au bout de la route que la tension dans le restaurant a commencé à se dissiper. Frank a baissé la batte de baseball, l'air presque gêné de la tenir. John s'enfonça dans sa banquette, sa bravade laissant place à la douleur, alors que son arthrite se manifestait à nouveau. Harold retourna vers Martha avec un sourire d'excuse. Sarah expira, réalisant qu'elle retenait son souffle. « Merci, dit-elle à Michael, la voix calme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Michael acquiesça, son expression sévère s'adoucissant légèrement. « Pas besoin de remercier. Les hommes comme lui ne comprennent qu'une seule chose, qu'il y a des loups plus gros dans la forêt. » Il jeta un coup d'œil autour du restaurant. « Même si je suis impressionné par les loups déjà présents ici, dit Jean en riant et en levant sa tasse de café en guise de salut. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant, mais nous ne sommes pas encore morts. Les Iron Veterans, expliqua Ray, prenant la parole pour la première fois. Sa voix était cultivée, professorale. C'est ainsi que nous nous appelons, d'anciens militaires et policiers qui n'ont pas réussi à se réinsérer dans la vie civile. Nous roulons ensemble, nous veillons les uns sur les autres. Et sur ceux qui en ont besoin, ajouta Dominic, son regard se posant sur Lisa et Tommy, qui avaient réussi à dormir pendant toute la confrontation. Sarah remplit la tasse de Michael. « Vous saviez qui était Roy. Vous l'avez reconnu. » Michael acquiesça, l'air grave. « Je n'oublie jamais un visage, surtout s'il est lié au meurtre non élucidé d'un agent des forces de l'ordre. » Il l'observa un instant. « Keller, un lien de parenté avec le shérif James Keller. » La main de Sarah trembla légèrement. « Mon père. » Michael comprit. Je m'en doutais. La ressemblance est frappante. Il but une gorgée de café. J'ai brièvement travaillé avec votre père, dans le cadre d'une équipe spéciale sur le trafic de drogue transfrontalier. C'était un homme bien, un enquêteur chevronné. Sarah sentit une boule se former dans sa gorge. Selon la version officielle, il est mort en empêchant un braquage de banque. Le regard de Michael se durcit. Les versions officielles ne reflètent pas toujours toute la vérité. Frank s'approcha, posa la batte de baseball et tendit la main à Michael. « Frank Miller, je gère cet endroit. Ces cafés sont offerts par la maison. » Alors que les deux hommes se serraient la main, Sarah remarqua la communication silencieuse qui passait entre eux, la reconnaissance d'expériences partagées qui n'avaient pas besoin d'être verbalisées.
C'est gentil, dit Michael, mais nous pouvons payer. Frank secoua la tête. Pas ce soir. Ce soir, vous êtes mes invités. La clochette au-dessus de la porte tinta à nouveau, plus doucement cette voix. Tous les regards se tournèrent, la tension remonta, mais ce n'était que la pluie qui s'intensifiait et le vent qui poussait contre la porte. Michael jeta un coup d'œil dehors pour constater que le temps empirait. On dirait qu'on va rester à Millhaven plus longtemps que prévu. Il se tourna vers Sarah. J'aimerais en savoir plus sur votre père, si vous êtes disposé à en parler. Sarah hésita. Des années passées à garder ses pensées et ses soupçons pour elle-même l'avaient rendue prudente. Mais quelque chose dans le regard déterminé de Michael Regard déterminé et la façon dont lui et ses amis avaient tenu tête à Roy sans hésitation la poussèrent à lui faire confiance. « Mon service se termine à 22 heures, dit-elle. Après cela, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. » Michael acquiesça, comprenant l'importance de son offre. « Nous serons là. » Dehors, la pluie tombait plus fort, tambourinant sur le toit du restaurant Rosie's comme un avertissement de la nature avertissement de la nature. Le tonnerre grondait dans le ciel, promesse lointaine de la tempête à venir. Aucun d'entre eux ne pouvait alors savoir à quel point cette promesse allait se réaliser. Que dans 36 heures, le bruit du tonnerre serait remplacé par des coups de feu et que l'enseigne au néon de Rosie's Diner serait brisée par une balle destinée à Sarah Keller. Le décor était planté, les acteurs avaient été présentés. Maintenant, la véritable histoire de ce qui était arrivé au shérif James Keller était sur le point d'émerger après 5 ans de mensonges soigneusement construits. Et tout le monde à Millhaven ne survivrait pas à cette révélation. Dehors, la tempête s'était calmée, la pluie tapotant contre les fenêtres du Rosie's Diner comme des doigts impatients. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Ce qui avait été une soirée calme ponctuée de tensions était devenu tout autre chose. Un rassemblement d'alliés improbables réunis par les circonstances et peut-être par quelque chose de plus. Sarah essuyait le comptoir avec une efficacité acquise par l'habitude, ses mouvements automatiques tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Tous les quelques instants, ses yeux se posaient sur la banquette où Michael Hayes était assis avec ses compagnons, la tête penchée, discutant tranquillement. Ils s'étaient placés stratégiquement, Michael face à la porte, Marcus avec une vue dégagée sur l'entrée de la cuisine. Dominic et Ray étaient positionnés de manière à observer l'ensemble du restaurant. De vieilles habitudes que Sarah reconnaissait comme étant des habitudes militaires. À 22 heures précises, Frank sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Très bien, Sarah, tu peux y aller. Je fermerai ce soir. » Sarah défit son tablier et le plia soigneusement. « Merci, Frank. » Alors qu'elle tendait la main vers sa veste en jean usé accrochée à la porte du personnel, elle surprit l'expression de Frank. De l'inquiétude mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Ces hommes, dit-il doucement. Les motards, tu es sûr de vouloir leur parler? » « Oui, répondit-elle sans hésiter. « Je suis sûr. » Les yeux de Frank se posèrent sur Michael, puis revinrent sur Sarah. « Fais juste attention. Roy ne plaisantait pas quand il parlait de ses relations avec le shérif Warner. Cette ville, c'est compliqué. »« Je sais exactement à quel point c'est compliqué, » répondit Sarah d'une voix basse mais ferme. « C'est justement le problème. » Frank sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais se contenta d'acquiescer. « Verrouille tes portes ce soir. » Sarah prit son sac à main sous le comptoir et s'approcha de la table de Michael. La conversation entre les hommes cessa immédiatement, et 4 pères d'yeux expérimentés se tournèrent vers elle avec une attention respectueuse. « Mon service est terminé, dit-elle. Il y a un petit parc à environ un pâté de maison d'ici. Ce serait peut-être un meilleur endroit pour parler que de rester ici. » Michael acquiesça, comprenant l'inquiétude tacite. Les murs avaient des oreilles, surtout dans les petites villes où le shérif pouvait avoir des informateurs. « Montrez-nous le chemin. » Les 5 sortirent du restaurant, saluant d'un signe de tête les clients restants. Gene Wilson leur fit un salut silencieux lorsqu'ils passèrent devant lui, qui exprimait une solidarité transcendant la décennie qui séparait sa guerre de la leur. Harold et Martha Green les regardèrent partir avec le regard entendu de personnes qui avaient suffisamment d'expérience de la vie pour reconnaître les moments décisifs lorsqu'ils se présentaient. Dehors, la pluie s'était transformée en une légère bruine. L'air nocturne semblait purifié, emportant avec lui l'odeur de l'asphalte humide et des pins lointains.
Les lampadaires de Millhaven projetaient des flaques de lumière jaune à intervalles réguliers, dans lesquels des papillons de nuit dansaient. Ma voiture est par là, dit Sarah en montrant une vieille Ford Taurus garée le long du trottoir. Sa peinture bleue était décolorée par des années d'exposition au soleil et à la neige du Midwest. Nous vous suivrons à moto, répondit Michael. La sécurité et le nombre, ce soir. Le grondement des 4 moteurs Harley-Davidson rompit le silence de la rue tandis que Sarah menait le cortège vers Jefferson Park, un petit espace vert qui avait autrefois fait la fierté de Millhaven. Comme une grande partie de la ville, le parc avait connu des jours meilleurs, mais il offrait encore des bancs et de l'intimité sous les chaînes tentaculaires. Ils se garèrent près du belvédère, une structure victorienne qui avait été restaurée par des bénévoles après la fermeture de l'usine, qui avait laissé la ville sans fonds pour l'entretien du parc. La peinture blanche brillait faiblement au clair de lune, qui perçait désormais par intermittence à travers les nuages dispersés. Sarah s'assit sur l'un des bancs, ne sachant soudainement plus par où commencer. L'histoire qu'elle avait gardée pour elle pendant 5 ans semblait trop complexe pour être racontée en une seule conversation. Michael s'installa à côté d'elle, tandis que ses compagnons se placèrent naturellement autour du belvédère, assez près pour entendre, mais assez loin pour donner une impression d'intimité et être parfaitement placés pour repérer toute personne qui s'approcherait. « Ton père, » commença Michael doucement, « tu ne crois pas qu'il soit mort lors d'un braquage de banque? » Ce n'était pas une question, et Sarah l'apprécia. « Non, je n'y crois pas. » Elle prit une profonde inspiration, s'observant elle-même. Papa enquêtait sur quelque chose dans les semaines qui ont précédé sa mort. Il travaillait de longues heures, passant des coupes de fil derrière des portes closes. Il avait un tiroir verrouillé dans son bureau à la maison. « As-tu jamais découvert ce qu'il contenait? » demanda Michael. Sarah acquiesça lentement. Après les funérailles, alors que j'étais à la maison en permission de l'armée, j'ai trouvé la clé cachée dans sa boîte à pêche. À l'intérieur du tiroir, il y avait des notes, des photos, des numéros de plaques d'immatriculation partielle. À l'époque, la plupart de ces éléments n'avaient aucun sens pour moi. La voix de Michael restait calme, mais Sarah pouvait sentir l'intensité derrière sa question. Je sais maintenant qu'il enquêtait sur des trafics de drogue, plus précisément des trafics liés à Roy Decker et protégés par quelqu'un au sein du bureau du shérif. Elle croisa directement le regard de Michael. Le braquage de la banque était trop opportun. Papa n'était même pas censé être de service ce jour-là. Il avait changé de corps à la dernière minute. Michael échangea un regard avec Ray, qui s'était approché. « Un coup monté classique, » dit Ray à voix basse. « Le mettre au bon endroit au bon moment. L'enquête qui a suivi était une farce. » Continua Sarah, la colère transparaissant dans sa voix. Warner a clos l'affaire en 3 jours. Aucun suspect identifié, aucune preuve significative recueillie. Affaire classée. War était shérif adjoint à l'époque, demanda Marcus depuis sa position près des marches du belvédère. Sarah acquiesça, promue immédiatement après la mort de papa. Pas d'élection, juste une nomination d'urgence par le conseil municipal. En moins d'1 mois, les problèmes de drogue à Millhaven ont empiré. Les Scorpions sont passés de petits dealers à des trafiquants contrôlant tout. Michael resta silencieux pendant un moment, son visage marqué par les cicatrices pensives dans le clair de lune intermittent. « Tu portes ce poids depuis longtemps, » dit-il finalement. Sarah baissa les yeux vers ses mains. « J'étais en mission quand c'est arrivé. Quand je suis rentré pour les funérailles, tout était déjà décidé, la version officielle établie. Puis je suis reparti à Beyrouth pour 1 an. Quand je suis enfin revenu à Millhaven, ta mère a eu une attaque, répondit Dominique doucement. Oui, le stress, dit le médecin. Le chagrin, dit Sarah d'une voix tendue. Elle a été infirmière scolaire ici pendant 20 ans. Maintenant, elle ne peut plus dire que quelques mots. Elle ne peut plus marcher sans aide. Le poids de sa double charge, soupçonnant la vérité sur la mort de son père tout en s'occupant de sa mère invalide, planait d'entre eux. Le problème, continua-t-elle après un moment, c'est que je ne peux rien prouver. J'ai des soupçons, des fragments de preuves, mais rien de concret. Et à Millhaven, cela ne suffit pas. Pas quand Warner contrôle tout. Parfois, dit Michael avec prudence, les étrangers peuvent voir des choses que les locaux ne voient pas, ou faire des choses que les locaux ne peuvent pas se risquer à faire. Il se pencha légèrement en avant. Mes amis et moi, nous sommes en quelque sorte spécialisés dans ce genre de situation. Spécialisés comment? Demanda Sarah,
même si quelque chose dans son ton suggérait qu'elle s'en doutait déjà. Rice avança, son attitude académique donnant plus de poids à ses paroles. Après notre service militaire, beaucoup d'entre nous ont trouvé la vie civile difficile. Les Iron Veterans ont commencé comme un groupe de soutien d'anciens militaires s'aidant mutuellement à s'adapter. Au fil du temps, cela a évolué vers quoi? Insista Sarah. Michael répondit d'une voix calme. Vers une confrérie dédiée à la justice lorsque le système échoue. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous travaillons dans le respect de la loi autant que possible. Et quand ce n'est pas possible, demanda Sarah. Un léger sourire effleura le coin de la bouche balafrée de Michael. Nous faisons preuve de créativité. Sarah observa chacun des hommes à tour de rôle, voyant au-delà de leur âge l'expérience et les capacités qu'ils incarnaient. Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez pas. Nous connaissions votre père, ne serait-ce que de réputation, répondit Michael. Un bonhomme de loi qui est probablement mort en essayant de nettoyer sa ville. Cela compte pour nous. Il fit une pause. Et nous suivons Roy Decker pour d'autres raisons. Cela prit Sarah par surprise. Quelle raison? Michael échangea un regard avec ses compagnons avant de continuer. Roy n'est pas seulement un problème pour une petite ville. Ces scorpions sont liés à un réseau plus vaste qui transporte de la drogue à travers le Midwest. Nous pensons qu'il prépare quelque chose d'important, quelque chose de proche. Comment le savez-vous? Demanda Sarah. Dominic prit la parole. Nous avons des sources d'anciens collègues qui portent toujours leur badge. Les informations sont partagées, surtout lorsqu'il s'agit d'opérations qui dépassent les limites des juridictions. Sarah comprit soudain. C'est pour cela que vous êtes ici, à Millhaven. Vous meniez déjà l'enquête. Michael acquiesça. Nous avons reçu des informations sur une importante livraison. Nous avons suivi la piste jusqu'ici, au Ross Diner, dit Sarah, comprenant enfin. L'intérêt de Royer pour le restaurant ce soir n'était pas seulement de me harceler. Il sécurisait les lieux. Nous le pensons, confirma Michael. Assez éloigné pour éviter d'attirer l'attention, mais proche de l'autoroute pour un accès rapide. Les relations de Frank avec Warner en font un endroit idéal. Un endroit où les forces de l'ordre fermeraient les yeux. Sarah assimila cette information, son esprit tournant à toute vitesse. D'après nos renseignements, dit Ray, demain soir, une cargaison suffisamment importante pour approvisionner 3 États, d'une valeur de plusieurs millions. Les implications l'ont stupéfié Sarah. Pas seulement la corruption locale, mais une importante opération de trafic de drogue utilisant Millhaven comme centre de distribution. Et au cœur de tout cela, les hommes responsables de la mort de son père. « Je veux aider », a-t-elle dit fermement. Michael l'a observé, l'évaluant. Cela pourrait être dangereux. Ce ne sont pas seulement des voyous de petite ville qui jouent aux gangsters. Plus on monte dans la hiérarchie, plus ils ont à perdre. J'étais infirmière de combat à Beyrouth, lui rappela Sarah. J'ai vu des situations dangereuses, d'un autre genre, commenta Marcus. La guerre a ses règles, même si elles sont enfreintes. Ce n'est pas le cas ici. Sarah resta sur sa décision. Mon père est mort en essayant d'arrêter ces gens. J'ai une formation médicale qui pourrait être utile. Et je connais cette ville mieux que n'importe lequel d'entre vous. Elle fixa Michael du regard. Je ne demande pas la permission. Un moment de silence s'écoula avant que Michael n'acquiesce, le respect se lisant clairement sur son visage. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un qui connaît le terrain. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il est tard. Tu devrais rentrer chez toi, auprès de ta mère. Nous réunirons demain pour élaborer un plan. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le belvédère, le bruit d'une brindille cassée dans l'obscurité les mit immédiatement en alerte. Michael fit signe de se taire, sa main se déplaçant vers sa ceinture, où Sarah remarqua alors la silhouette d'une arme dissimulée. Marcus et Ray se déplacèrent avec une précision acquise par l'expérience vers les côtés opposés du belvédère, tandis que Dominic s'approchait de Sarah pour la protéger. Pendant plusieurs secondes tendues, ils restèrent immobiles, écoutant attentivement. Puis, une petite silhouette émergea de l'ombre d'un chêne voisin. « Tommy !» s'écria Sarah, incrédule. Le fils de Lisa Ramirez, âgé de 8 ans, s'avança dans le clair de lune, les yeux écarquillés de peur et d'autres choses. De détermination. « Ils vont faire du mal à des gens », dit-il d'une voix faible mais claire dans l'air nocturne. Je les ai entendus parler quand ils pensaient que je dormais. Sarah s'approcha rapidement du garçon et s'agenouilla à sa hauteur. « Tommy, qu'est-ce que tu fais ici? »
Ta mère va être morte d'inquiétude. Je vous ai suivi, admit-il. Après que ces méchants aient quitté le restaurant, j'ai fait semblant de dormir. Mais je les ai entendus parler tout à l'heure. Sa lèvre inférieure tremblait légèrement. Ils ont dit qu'ils allaient apporter beaucoup de drogue au restaurant demain soir et ils ont dit quelque chose à propos de s'assurer que personne ne les dérange cette fois-ci. Michael s'est approché lentement en veillant à ce que ses mouvements ne soient pas menaçants. Qu'as-tu entendu exactement, Tommy? Le garçon a levé les yeux vers Michael, l'évaluant avec la franchise propre aux enfants. L'homme avec la cicatrice sur le visage, le méchant. Il a dit qu'il devait vérifier le restaurant parce que la marchandise arriverait demain soir et que le shérif Warner s'assurerait qu'aucun flic ne les dérange. Tommy a hésité, puis a ajouté « Ils ont aussi dit que la dernière fois, quelqu'un s'était mêlé de ça et avait fini par mourir. Est-ce qu'il parle du père de Sarah? » Sarah sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. « Tommy, ta mère sait que tu es ici? » Le garçon secoua la tête. « Elle travaille à l'hôpital jusqu'au matin. Madame Peterson était censée me surveiller, mais elle est malade. Alors Frank a dit que je pouvais rester dans le bureau jusqu'au matin. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Frank ne sait pas que je suis parti. Je suis désolé, mais je devais vous le dire. Maman dit qu'il faut toujours faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Sarah serra doucement le garçon dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, Tommy, mais il faut te ramener au restaurant avant que Frank ne remarque ton absence. »« Je l'accompagne, » proposa Dominic. « De toute façon, il vaut mieux éviter de nous montrer trop souvent ensemble. » Michael acquiesça. « Bonne idée. » Et Tommy, il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur du garçon. « Ce que tu as fait était très courageux. Mais à partir de maintenant, je veux que tu restes en sécurité, d'accord? Laisse les parties dangereuses à nous, les adultes. » Tommy acquiesça solennellement. « Allez-vous arrêter les méchants? » L'expression de Michael était grave mais déterminée. « Oui, nous allons le faire. » Alors que Dominic ramenait Tommy vers le restaurant, Sarah se tourna vers Michael. « Cela change la donne. Si Roy s'attend à des problèmes, cela signifie qu'ils sont prêts. » Acquiesça Michael. « Mais cela confirme également nos informations. La livraison est réelle et elle aura lieu demain soir. Nous devons agir rapidement, suggéra Ray. Mettre le restaurant sous surveillance et surveiller les mouvements de Roy. Michael acquiesça. Marcus, toi et Ray, installez les premières positions d'observation. Sarah et moi vous rejoindrons demain matin pour coordonner les opérations. Alors que le groupe s'apprêtait à se disperser, Sarah ressentit un étrange mélange de peur et de détermination. Après 5 ans de questions sans réponse et de soupçons, les événements s'accéléraient rapidement. Demain soir pourrait apporter des réponses et rendre justice à son père. Mais cela pourrait aussi entraîner un danger sans précédent pour Millhaven. Elle jeta un coup d'œil à Michael alors qu'ils se dirigeaient vers leur véhicule. « Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez travaillé pour le FBI pendant 20 ans. Qu'avez-vous fait après cela? » Une ombre passa sur le visage de Michael. « J'ai traqué des hommes qui se croyaient au-dessus des lois. Et maintenant, je les traque avec des amis qui comprennent ma famille. » Il ne donna pas plus de détails, mais Sarah sentit qu'il y avait une histoire personnelle derrière ces mots, quelque chose qui l'avait transformé d'agent des forces de l'ordre en ce qu'il était devenu. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, Michael lui tendit une petite carte sur laquelle était inscrit un numéro de téléphone. « Si quelque chose se passe cette nuit, si vous remarquez que quelqu'un surveille votre maison ou si Roy vous contacte, appelez immédiatement ce numéro. C'est une ligne sécurisée. » Sarah mit la carte dans sa poche. « Merci de me croire. » Peu de gens l'ont fait. L'expression de Michael s'adoucit légèrement. « Reposez-vous bien, Sarah. Demain sera une longue journée. » Le trajet jusqu'à son appartement ne prit que quelques minutes dans l'obscurité calme d'après-pluie de Millhaven. Les rues étaient désertes. La plupart des commerces fermaient à 22 heures et la plupart des habitants étaient rentrés chez eux en sécurité. Alors que Sarah se garait devant la quincaillerie située sous son appartement, elle scruta les environs avec une vigilance nouvelle, remarquant des ombres et des cachets potentiels auxquels elle n'avait jamais pensé auparavant. Les escaliers menant à son appartement craquaient sous ses pieds, tandis qu'elle montait au 2e étage, les clés à la main. À l'intérieur, l'infirmière de nuit qu'elle avait engagée, Madame Abernathy, une veuve aimable d'une 60aine d'années, l'accueillit d'une voix feutrée. « Elle dort, » rapporta Madame Abernathy. « Elle a passé une bonne soirée, a mangé tout son dîner et a regardé son jeu télévisé préféré. »
Sarah la remercia et la paya pour la soirée, puis verrouilla la porte derrière l'infirmière qui s'en allait. Elle se dirigea silencieusement vers la chambre de sa mère, regardant la silhouette endormie sous la couette défraîchie. Le visage d'Eleanor Keller, autrefois animé et expressif, était désormais légèrement affaissé du côté gauche, rappel permanent de l'accident vasculaire cérébral qui avait changé leurs deux vies. Pourtant, dans son sommeil, elle semblait paisible, presque comme avant. « Je vais arranger les choses, maman, » murmura Sarah. « Pour papa, pour vous deux. » Après avoir vérifié que les médicaments de sa mère étaient prêts pour le lendemain matin, Arrow se rendit dans sa petite chambre. Sous son lit, elle sortit une boîte métallique fermée à clé, celle de son père, serrant chez père qu'elle avait récupérée dans le tiroir de son bureau des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient les fragments de son enquête. Des photos de véhicules avec des plaques d'immatriculation partielle, des notes sur les heures et les lieux, les noms d'informateurs et un objet qu'elle n'avait jamais montré à personne, une petite cassette audio sur laquelle était simplement inscrite la date d'une semaine avant la mort de son père. Sarah n'avait jamais trouvé le moyen de l'écouter sans risquer d'être découverte. Mais maintenant qu'elle avait des alliés en dehors de la sphère d'influence de Warner, elle allait peut-être enfin pouvoir écouter ce que son père avait enregistré. Elle remit soigneusement les objets dans la boîte et enfila sa chemise de nuit, l'esprit encore agité par les révélations de la soirée. Il lui semblait impossible de trouver le sommeil, mais elle savait qu'elle aurait besoin de toutes ses forces le lendemain. Allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond où la lune dessinait des motifs changeants, Sarah pensa aux Iron Veterans. 4 hommes qui étaient apparus comme des anges gardiens au moment où elle en avait le plus besoin. Ou peut-être pas des anges, se corrigea-t-elle. Peut-être quelque chose de plus terre-à-terre, de plus humain. Des hommes qui avaient vu le pire de l'humanité, mais qui avaient choisi de s'y opposer plutôt que de céder au cynisme. Michael Hayes, avec son visage balafré et ses yeux vigilants, l'intriguait le plus. Il y avait là une grande expérience, mais aussi de la douleur. Elle le reconnaissait parce qu'elle voyait la même combinaison dans son propre reflet chaque matin. Le sommeil finit par la gagner, mais ses rêves furent agités. Des images de son père alternaient avec le visage narquois de Roy Decker, le bruit des coupes de feu et l'image étrange et persistante d'une enseigne au néon se brisant au ralenti. Le matin arriva, avec la pâle lumière du soleil filtrant à travers les rideaux fins et le son lointain d'un sifflet de train. Le train de marchandises de 6AR15 qui passait quotidiennement par Milo Haven, l'un des rares liens restants avec le monde extérieur. Sarah se leva tôt, alla voir sa mère, qui dormait encore paisiblement, et se prépara pour la journée avec une efficacité militaire. Elle s'habilla de vêtements pratiques, un jean, des bottes, une chemise en flanelle par-dessus un simple T-shirt, une tenue qui lui permettrait de bouger si nécessaire. Sa formation médicale lui avait inculqué des habitudes de préparation. Elle mit dans son sac à main une petite trousse de premiers secours ainsi que la cassette audio de son père. Madame Abernathy arriva à 7 heures, apportant du pain frais de la boulangerie et sa bonne humeur habituelle. Sarah l'informa des besoins de sa mère, puis elle partit en disant à l'infirmière qu'elle risquait d'être en retard. Elle omit de mentionner le Yiba. L'air matinal était frais après la pluie. Les rues de Millhaven scintillaient dans la lumière du petit matin. Sarah se rendit en voiture dans un petit café situé à 3 pâtés de maison du restaurant Rosie's, suffisamment proche pour surveiller l'activité, mais suffisamment éloigné pour ne pas être remarquée. Alors qu'elle se garait, elle aperçut la moto de Marcos partiellement cachée dans une ruelle de l'autre côté de la rue. Les Iron Veterans avaient déjà commencé leur surveillance. À l'intérieur du café, elle trouva Michael assis à une table dans un coin, une tasse de café et un journal local devant lui. Il ressemblait à n'importe quel autre client, mais Sarah remarqua que sa position lui permettait d'observer à la fois l'entrée et la grande vitrine. « Bonjour », dit-elle en se glissant sur la chaise en face de lui. Michael hocha la tête en guise de salut. « Tu as bien dormi? » « Pas vraiment. C'est normal. » Il plia le journal, révélant un petit carnet en dessous. Marcus et Ray ont surveillé le restaurant toute la nuit. Rien d'inhabituel. Dominic a ramené Tommy sain et sauf sans que Frank ne remarque son absence. Sarah accepta la tasse de café que la serveuse lui apporta sans qu'elle ait passé commande. Michael avait anticipé son arrivée. Quel est le plan? Michael jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis se pencha légèrement en avant. D'après nos renseignements et la confirmation de Tommy,
La livraison est prévue pour ce soir, probablement après la fermeture du restaurant. Nous devons documenter la transaction et identifier tous les participants. Documenter, pas empêcher, demanda Sarah d'un ton déçu. Il faut d'abord des preuves, expliqua Michael. Nous en avons besoin d'assez pour garantir des poursuites, surtout si Warner est directement impliqué. Il ne servira à rien d'arrêter les dealers locaux si la chaîne d'approvisionnement reste intacte. Sarah comprit la logique, mais ne put s'empêcher de ressentir de la frustration. Une fois que nous aurons des preuves, nous contacterons les autorités fédérales qui ne sont pas compromises par des connexions locales. J'ai encore des relations avec des agents dignes de confiance. Sarah fouilla dans son sac à main et en sortit la cassette qu'elle posa sur la table entre eux. Cela pourrait aider. Mon père a enregistré quelque chose la semaine avant sa mort. Je n'ai jamais pu l'écouter en toute sécurité. Michael examina la petite cassette. Il nous faudra un lecteur. Ray a du matériel dans ses sacoches. Il documente tout. Nous devrions l'écouter avant ce soir, insista Sarah. Elle contient peut-être des informations sur ce que mon père a découvert. Michael mit soigneusement la cassette dans sa poche. Nous le ferons. Mais d'abord, nous devons établir nos positions pour ce soir. Il ouvrit le carnet, révélant un croquis approximatif du restaurant Rosie's et de ses environs. La livraison arrivera probablement par la route d'accès arrière, moins visible depuis la rue principale. Alors que Michael exposait le plan de surveillance, Sarah fut impressionnée par la minutie de leur préparation. Chaque homme avait une position désignée, des champs d'observation qui se chevauchaient et des protocoles de communication clairs. Ce n'étaient pas des amateurs qui jouaient à l'enquête. C'était une opération professionnelle. Et moi, demanda-t-elle lorsque Michael eut terminé, où est-ce que je me place? Michael l'étudia un instant avant de répondre. Tu connais mieux que nous tous la disposition du restaurant. Je voudrais que tu te places ici. Il désigna un endroit en face de l'entrée arrière du restaurant, d'où l'on pouvait observer la porte arrière et identifier toute personne entrant ou sortant. Sarah acquiesça, appréciant qu'il n'ait pas essayé de l'exclure ou de lui attribuer un rôle insignifiant. Je devrais être au travail cet après-midi. Mon service commence à 14 h. Michael fronça les sourcils. Cela compliquait les choses. Roy pourrait surveiller le restaurant aujourd'hui.